Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est celui des interactions médicamenteuses. Et c'est vrai que ces interactions médicamenteuses, que ce soit dans un service d'urgence ou un service de soins, c'est l'occasion de faire le tri en matière de médication. Alors, le plan de ma présentation est le suivant. D'abord, quelques généralités, quelques mécanismes et exemples d'interaction plutôt dans le domaine pharmacocinétique, et d'autres interactions dans le domaine pharmacodynamique. Elles sont certainement un peu moins connues que les interactions pharmacocinétiques. Très brièvement, je parlerai de l'utilité des logiciels de gestion des interactions médicamenteuses avant d'aborder la conclusion. Alors tout d'abord, un patient, Monsieur RH, il est résident de l'EMS La Promenade. J'ai vu qu'il y avait un EMS La Promenade à quelques centaines de mètres d'ici. Je me suis dit, c'est un local. C'est un cas en fait à moitié inventé. Je suis basé sur un cas réel. Et son motif d'admission, c'était une pneumonie avec un état fébrile. À part ça, il a plusieurs comorbidités, épilepsie, une insuffisance rénale, pas trop sévère, un cancer de la prostate, une FA, une neuropathie, un état dépressif, des œdèmes, une incontinence, une ostéoporose, ainsi que des diarrhées chroniques. Pour ceci, il reçoit pas mal de médicaments. Je vous laisse peut-être ce plan pendant quelques secondes. Je suis sûr que vous avez déjà repéré quelques interactions médicamenteuses dans cette série de médicaments, mais comme vous le savez, c'est pas inusuel de voir des plans de traitement comme celui-là. Après, au vu de ses antécédents, on lui a administré, on lui a prescrit tout au moins du méropenem, et pour couvrir les quelques germes positifs, grammes positifs, du linezolide, on lui a mis en réserve aussi de la noamidsulfone si la température excédait 38. Alors, un petit rappel sur la consommation de médicaments en Suisse. En Suisse, chaque année, on consomme 180 millions d'emballages de médicaments. 180 millions. Grosso modo, on est 9 millions en Suisse. Là, ça fait 20 emballages de médicaments. 20 emballages de médicaments, mais pourtant, je pense à quand même des gens qui sont bien portants. Donc, ces médicaments, peut-être heureusement que certains atterrissent à la poubelle. C'est peut-être ça qui sauve les patients d'ailleurs. Mais globalement, c'est quand même un nombre important de médicaments. 20 emballages par année, il faut en être conscient. Et aussi, ça c'était une étude très récente pour savoir la proportion de patients qui présentent une interaction cliniquement significative à l'hôpital. Donc on verra qu'il y a énormément d'interactions médicamenteuses, j'en illustrerai quelques-unes tout à l'heure, mais que globalement, en moyenne, 10% des patients, un patient sur 10, présente une interaction cliniquement significative à l'hôpital. Et dans le service d'urgence, comme vous pouvez le voir, dans le service d'urgence, environ, c'est un petit peu plus bas, c'est environ 5%. Et plus élevé en gériatrie. Ce patient, justement, venait d'une unité de gériatrie. Alors, quelques mécanismes d'interaction pharmacocinétique, tout d'abord. Un petit rappel de pharmacologie de base. On distingue donc la phase pharmacocinétique de la phase pharmacodynamique. La phase pharmacocinétique, c'est quoi? C'est globalement ce que le corps fait sur le médicament, c'est-à-dire toutes les cytochromes et autres qui vont agir sur le médicament. Et à l'inverse, la phase pharmacodynamique, c'est ce que le médicament fait sur le corps. Et on distingue différentes phases, donc les phases tout d'abord de libération du principe actif. Il ne faut pas oublier que le principe actif est toujours d'une forme galénique, et il y a aussi quelquefois des problèmes de libération du principe actif. Ensuite, le principe actif est absorbé avant d'être distribué, métabolisé, finalement sera excrété. Alors, au niveau de l'absorption des médicaments, eh bien, on sait par exemple que le monsieur qui est hospitalisé est ostéoporotique,
eh bien, si vous donnez du calcium à un patient, vous donnez 1000 mg de calcium, normalement, vous en absorbez 90 mg. C'est la proportion habituelle. Mais si le patient est traité par un IPP, on baisse à 35 mg. Donc 2 tiers du calcium, excusez-moi, 2 tiers du calcium n'est plus absorbé en présence d'un inhibiteur de la pompe à protons. Et ça se traduit significativement par de différentes manières. Alors, ça, c'est une méta-analyse qui date d'il y a 4 ou 5 ans, qui montrait sur la partie gauche, c'est le risque de fracture de la hanche en présence de l'inhibiteur de la pompe à protons. Et sur la partie droite, c'est le nombre de fractures vertébrales, qu'on peut voir qui augmente aussi lors de traitements chroniques avec un inhibiteur de la pompe à protons. Donc là aussi, je pense qu'ils vont peser le pour et le contre si un patient doit être traité avec un IPP à moyen terme ou à plus long terme. Et ces IPP réduisent l'absorption de nombreux ions bivalents, c'est clair, le calcium, le magnésium, le fer dans une moindre mesure. Mais sachez aussi que d'autres médicaments, l'absorption est pH dépendante. Ici, il y a des exemples, le posaconazole ou l'itraconazole, l'absorption est pH dépendante. Donc, si un patient a besoin des 2 médicaments, je pense que c'est indiqué de faire un taux plasmatique. Sachez aussi que le mycophénolate, le CEL7, qui est un immunosuppresseur, ils sont réduits d'environ 25 à 30%. Et sur un IPP, on peut donner la forme acide. C'est la forme acide qui est beaucoup moins pH dépendante. Comme vous le savez, l'inhibition de la pompe à protons, c'est un processus irréversible. Il faut qu'il y ait une nouvelle synthèse de cette pompe à protons pour que l'effet de l'IPP soit réduit. Donc décaler de 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment ou l'IPP ou le médicament. Une autre interaction donc on ne connaît pas vraiment les mécanismes, mais ce que l'on pense, c'est un problème au niveau de la recirculation du valproate, recirculation entérohépatique du valproate. Eh bien, on sait que si on donne un carbapénem, eh bien, les taux de valproate qu'on peut voir ici, en présence, ici en l'occurrence de méropénem, sont diminués de l'ordre de 80 à 90%. Donc, cette interaction, elle est cliniquement significative et on a eu dans les soins intensifs de l'hôpital dont je m'occupe des crises convulsives qui se sont manifestées 24 heures après le début du traitement. C'était pas avec le méropénem, c'était avec l'imipenem. Donc une réduction très massive. Et d'ailleurs, il y a même un article qui montre que si un patient est intoxiqué à l'acide valproïque, il n'y a pas énormément d'antidotes à l'acide valproïque. On peut donner éventuellement des substances comme la carnitine, mais c'est plus pour protéger la toxicité. Mais si vous donnez du méropénem, eh bien le méropénem est efficace pour réduire rapidement les taux de valproate. Donc ça, c'est une utilisation assez particulière de l'antibiotique pour traiter une intoxication avec un antiépileptique. Maintenant, si on poursuit ce parcours du médicament à travers l'organisme, il n'est pas encore absorbé. Pourquoi il n'est pas absorbé? Parce qu'on a au niveau de l'intestin différents systèmes qui vont réduire l'absorption des médicaments. Tout d'abord, le cytochrome 3 à 4 est fortement exprimé au niveau du grêle. Et on a également la glycoprotéine P, qui est une protéine qui est exprimée à la surface de nombreux tissus. C'est une protéine qui protège en fait les cellules de l'agression de différents xénobiotiques. Et c'est une protéine transmembranaire qui consomme de l'ATP et on la retrouve au niveau intestinal. Et cette protéine
peut être inhibée, elle peut être aussi induite. Elle induit généralement une diminution de l'effet du médicament. Et ce qui est intéressant peut-être à connaître, c'est que les inducteurs de cette protéine, cette glycoprotéine P, sont pratiquement les mêmes que les inducteurs du 3-4. Vous connaissez la plupart des inducteurs du 3-4, que ce soit le phénitoïne, ce soit carbamazépine, ce soit rifampicine, eh bien, les deux types de protéines, 3-4 et PGP, sont induits ou éventuellement inhibés par les mêmes substances. Donc, généralement, les deux choses vont de pair, 3-4 et glycoprotéine P. Par contre, les substrats peuvent être parfois différents. Alors, cette glycoprotéine P, on la retrouve en particulier au niveau intestinal, comme on peut le voir sur ce schéma ici. Donc, elle prévient l'absorption des médicaments. On la retrouve également au niveau rénal et ça favorise l'élimination des médicaments. On la retrouve également au niveau utérin, au niveau du placenta, pardon. Au niveau du placenta, et c'est en bonne partie cette glycoprotéine P qui protège le fœtus, parce que chaque fois qu'une molécule de xénobiotique qui arrivera dans la membrane, eh bien, elle sera extrudée, et c'est un mécanisme de protection. Et troisièmement, cette glycoprotéine P, on la retrouve au niveau du système nerveux central, au niveau au niveau épithélial, et ça prévient, ça protège notre système nerveux de la pénétration de nouveaux médicaments. On la trouve aussi sur les cellules cancéreuses, elle est surexprimée dans les cellules cancéreuses, c'est ce qui s'appelait avant le MDR, pour Multi-Drug Resistance Gene. Donc, pourquoi je vous parle de ceci? C'est que monsieur a un médicament qui s'appelle le loperamide. Vous connaissez certainement tous, le loperamide, c'est un médicament qui est en vente libre. Et le loperamide, c'est un opiacé. C'est un opiacé qui va agir sur les récepteurs au niveau intestinal. C'est comme ça que ça combat les diarrhées. Mais c'est aussi un substrat de la glycoprotéine P. Et si le loperamide n'est pas utilisé comme analgésique, c'est simplement parce que la glycoprotéine P fait son travail, puis extrude la molécule. Par contre, si vous donnez un inhibiteur de cette glycoprotéine P, en l'occurrence ici la quinidine, comme on peut le voir, en présence de quinidine, ça va permettre au loperamide de passer la barrière hémato-encéphalique, eh bien la réponse ventilatoire à l'hypoxie sera bien différente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut, à ce moment-là, c'est une molécule qui aura tendance à se comporter comme un opiacé. Et d'ailleurs, il y a des abus de loperamide, des signalements d'abus de loperamide dans le milieu de la drogue se multiplient. On suppose qu'une astuce pharmacologique permet de transformer l'antidiarrhéique en opioïde actif au niveau du système nerveux central. En fait, en résumé, c'est pour expliquer cette action périphérique, on suppose que le loperamide est transporté par la glycoprotéine P, et les toxicomanes fument de l'imodium dans des cigarettes roulées et associent le tout avec une prise orale de verapamil. Donc, ces toxicomanes connaissent bien leur pharmacologie. Donc, si vous avez un patient qui arrive aux urgences et dit « Ah, je crois que je suis un petit peu tachycarde, j'ai besoin que vous me fassiez une ordonnance pour du verapamil », mettez peut-être en doute sa prescription. C'est pas un médicament je dirais, de conseil. Donc, voilà pour cette glycoprotéine P. Et puis, monsieur ici, monsieur RH, il a du loperamide en réserve et de l'isotine aussi pour avancer. Cette glycoprotéine P, c'est important d'évoquer son importance. Pourquoi? Parce que tout ce qui concerne les nouveaux anticoagulants, je ne sais pas si on peut encore dire que c'est des nouveaux anticoagulants, parce que ça fait 20 ans qu'ils sont sur le marché, mais la plupart de ces molécules, comme par exemple l'atrixaban, l'éloxaban et le rivaroxaban, en plus d'être
en partie métabolisés par le 3-4, sont aussi des substrats par la glycoprotéine P, substrats de cette glycoprotéine P. Et cette glycoprotéine P, en fait, ce n'est qu'une protéine de transport par lequel ces molécules empruntent le chemin de leur cible. C'est-à-dire que la glycoprotéine P est importante pour l'absorption en bonne partie, mais vous avez aussi ce BRCP, qui est normalement c'est Breast Cancer Resistance Protein, et le OATP, qui est l'Organic Anion Transporter Protein. Donc, comme on peut le voir, ces nouveaux anticoagulants oraux, on ne peut pas réduire les interactions uniquement au fait qu'ils soient métabolisés par le cytochrome ou qu'ils ne sont pas métabolisés par le cytochrome. Parce que vous connaissez certainement que certaines de ces molécules sont peu métabolisées, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Et justement, à ce sujet, on peut retrouver ici vous avez tous les inhibiteurs, ça se trouve sur des sites spécialisés, mais le BRCP, donc cette protéine impliquée entre autres dans le cancer du sein, on voit que vous avez des substances comme l'oméprazole, comme en fait le delfinavir et autres, qui peuvent également en fait avoir un effet inhibiteur sur cette protéine. Donc, ici, monsieur, il a un inhibiteur de la PGP, qui est donc toujours ce verapamil, en présence de rivaroxaban. Donc, il y a de fortes chances pour que les taux de rivaroxaban soient plus élevés chez monsieur. Donc, peut-être le plus important, c'est quand on parle d'interaction médicamenteuse, c'est bien d'avoir de prédire si une interaction en connaissant les cytochromes, mais le plus important pour moi, c'est essayer d'avoir des données, je dirais, dans la vraie vie, et comme on peut le voir ici, un patient qui aurait rivaroxaban plus un inhibiteur modéré de la glycoprotéine P du 3 à 4, en l'occurrence ici, c'est l'amiodarone, drolédarone, dithiazène, verapamil, en fait ça double pratiquement le risque de saignement. Donc c'est quand même assez important. Alors les interactions métaboliques, c'est clair qu'elles sont importantes, c'est les mieux caractérisées. On peut les reproduire in vitro. On peut avoir des cellules qui expriment un cytochrome en particulier, puis voir dans quelle mesure un agent, un médicament va augmenter la quantité de cytochrome pour l'inhiber. Et ça, c'est toujours très important. Et donc, la littérature est très bonne, mais là aussi, j'insiste, pas confondre interaction et cytochrome. Parce que les cytochromes, comme vous le savez, il y a toute une famille de cytochromes, la famille. En fait, c'est 1, 2, 3, 4, et il y a des sous-types. Et ce que l'on peut, les plus importants, c'est certainement le 3 à 4, et il y a aussi 2C9, 2C19, et le 2D6. Et d'ailleurs, si on prend, ça c'est des données qui datent des années 2002, mais ça n'a pas beaucoup changé, mais globalement, si vous prenez là c'était les 200 médicaments les plus prescrits en 2002, si vous prenez 100 médicaments, 75 de ces médicaments sont métabolisés. Et si on reprend ce qui est métabolisé, 75% sont métabolisés par des cytochromes. Le reste, c'est des estérases, ça peut être des uridines, des glucotransférases et autres. Et pour ce qui est métabolisé par les cytochromes, c'est essentiel, le 3 à 4 est responsable, grosso modo, de 50% du métabolisme des médicaments. Viennent ensuite le 2 et 1, le 2D6, le C19 et 2C9. Donc c'est les plus importants qu'on retrouve en particulier au niveau hépatique, mais le 3 à 4
se retrouve également au niveau de l'intestin, comme mentionné, et c'est ce cytochrome qui est responsable de l'élimination présystémique des médicaments. Ces cytochromes, comme vous le savez, il peut être induit, ce qui conduit généralement à une réduction d'activité, s'il y a plus d'enzymes qui vont éliminer, mais aussi, dans le cas de promédicaments, il peut y avoir une augmentation d'activité du médicament. Le même, il peut être inhibé avec une augmentation de l'effet du médicament ou éventuellement une réduction d'activité. Alors, juste une petite parenthèse pour des médicaments, parce que vous avez des médicaments, en particulier le losartan. Le losartan, c'est un promédicament qui doit être bioactivé, en l'occurrence par le C9 pour pouvoir être actif. On retrouve également aussi des molécules comme la codéine et certains effets du tramadol. Le tramadol par lui-même est un inhibiteur de la récapture noradrénaline et sérotonine, et c'est un de ces métabolites, le desméthyltramadol, qui a une activité sur les récepteurs aux opiacés. Donc une pharmacologie qui est différente si on est en présence d'un inhibiteur. Ces inhibiteurs, on ne va pas les passer tous en revue, mais vous avez des substances, des médicaments qui sont mentionnés ici, que vous connaissez certainement. On a déjà parlé de l'amiodarone. Vous avez aussi la fluoxétine. La fluoxétine, on verra que c'est un fort inhibiteur du B6. L'inhibiteur du 3, 4, tous les azolés, il faut faire attention, l'érythromycine, clarithromycine de même. Mais sachez que les médicaments, ce n'est pas le seul facteur qui influence l'activité des cytochromes, parce qu'il y a des médicaments qui peuvent le faire aussi, l'état inflammatoire, et tout ça peut moduler l'activité des cytochromes. Alors, quelques petits exemples qui sont classiques. La rifampicine. Le rifampicine, il faut faire toujours extrêmement attention parce que c'est un des inducteurs les plus puissants qui existent. Et il y a des rejets de greffe qui ont été décrits chez des patients qui étaient sous cyclosporine, prednisone. On donne la rifampicine, on fait chuter les taux de cyclosporine. Rifampicine est contraceptif oral, là aussi perd l'effet contraceptif. Rifampicine et méthadone, on utilise un peu plus la rifampicine, mais moi, je me souviens d'un patient qui était mis sous rifampicine un vendredi, un patient qui était sous méthadone un vendredi. J'ai dit au médecin assistant, attention, il risque d'être en manque d'ici le début de la semaine prochaine. Et malheureusement, j'étais de garde le week-end, il était déjà en manque le dimanche. Donc, il a eu besoin de méthadone 48 heures après le début de la rifampicine. Rifampicine et paracétamol, là, il faut faire attention à cette interaction parce que la rifampicine, c'est un antibiotique qui est hépatotoxique. Premièrement, et deuxièmement, la rifampicine est un inducteur de la toxification du paracétamol, parce que le paracétamol par lui-même n'est pas toxique, mais le paracétamol est métabolisé en N-acétylparabenzonylquinonimine, le NAPQI, et les taux de NAPQI sont plus élevés en présence de rifampicine. Donc, pour un patient qui est sous rifampicine, il faut limiter au maximum la dose de paracétamol qui lui sera prescrite. Et sachez aussi, la clarithromycine, c'est un très fort inhibiteur du 3-4, une des molécules qui est très utilisée dans le test pour savoir si un cytochrome est induit ou inhibé, c'est le midazolam. Et là, en l'occurrence, clarithromycine et midazolam, l'air sous la courbe, c'est-à-dire la quantité de médicaments qui a transité à travers l'organisme, augmente de 8 fois. Donc, c'est quand même des quantités assez importantes. Un site qui est intéressant pour avoir une idée si un médicament est interférent, c'est ce site ici, ddipredictor.org. Et malheureusement, tous les substrats ne sont pas mentionnés, et toutes les molécules interagissantes ne le sont pas non plus. Mais ici, j'ai essayé avec le rivaroxaban en présence de verapamil. En présence de verapamil, on voit une augmentation de 30% des taux de rivaroxaban.
Donc 30%, généralement c'est acceptable, pour autant qu'il n'y ait pas d'autres facteurs qui pourraient favoriser un risque hémorragique. Et puis peut-être ici chez monsieur, par le fait qu'il y a déjà une insuffisance rénale modérée, ça fait un facteur peut-être de plus. Donc ce site, je vous le recommande, parce que ça donne quand même pas mal d'idées sur les cytochromes. Et en ce qui concerne les ACOD, aussi justement, il faut toujours faire attention à d'autres facteurs. Le fait qu'un patient a un inhibiteur fort de la PGP, eh bien, on peut voir l'attitude qu'il faut avoir. Ça, c'est des recommandations en fait publiées par le Centre de pharmacologie clinique de Genève, qui date d'il y a 2 ans. Et en résumé, une interaction, ça peut passer si la fonction rénale est bonne, mais par contre, si la fonction rénale est altérée, eh bien, il y a des risques un peu plus grands pour le patient, même si l'inhibiteur de la PGP ou du 3-4 est un inhibiteur faible. Sachez aussi que la durée de l'inhibition peut être prolongée. La fluoxétine, par exemple, c'est un sérotoninergique qui a une demi-vie extrêmement longue, de l'ordre de 3 à 5 jours, même un peu plus prolongée si on tient compte de son métabolite actif d'esméthylfluoxétine. L'amiodarone, si on veut l'éliminer, c'est 5 demi-vies. 5 demi-vies, ça nous mène déjà presque au printemps prochain, si on la met sur la vie. Et l'inhibition peut aussi être irréversible. Beaucoup de substrats sont peu réversibles, comme le jus de pamplemousse, qui est un inhibiteur très, très connu. Donc, ce n'est pas toujours du on-off selon la molécule. Alors, d'autres petites interactions peut-être à connaître entre le fluconazole, donc un antifongique, et le fentanyl. Le fluconazole, c'est un puissant inhibiteur du 3-4, et le fentanyl, qui est un opiacé qui est métabolisé par ce cytochrome. Eh bien, en fait, c'est une patiente qui avait un patch de 150 microgrammes. 150 microgrammes, c'est déjà une bonne dose, je dirais. On a prescrit du fluconazole à 50 mg par jour. 50 mg, comme vous le savez, c'est une toute petite dose. Maintenant, on a plutôt tendance à donner plutôt 200 mg. Et après 3 jours, les analyses de médecine légale ont montré une concentration toxique. Et puis, en fait, le patient ici, la patiente, en fait, est décédée. Donc, c'est une interaction auquel il faut faut faire attention. Et aussi, un médicament, donc, on va revenir quelques fois, c'est la novamylsulfone. Je sais qu'il est très prisé des services de chirurgie. Il a l'avantage de cette novamylsulfone d'avoir une littérature pratiquement inexistante. Donc, ayant une littérature pratiquement inexistante, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est connu, absence de littérature, donc c'est bon pour tout. Et ce que l'on sait maintenant, c'est que cette novamylsulfone, c'est un inducteur du cytochrome 3-4. C'est un inducteur du 3-4 et monsieur est traité avec du rivaroxaban. Donc, on va aussi favoriser l'élimination du rivaroxaban. Et aussi, c'est donc un très fort inducteur, c'était bien démontré dans cet article qui date de cette année. Et ici, dans cet article qui date il y a 2 ans, la métamizole, en fait, ça réduit les concentrations plasmatiques de 67% de certains. Donc, il faut faire très attention avec ce médicament. J'aime pas tellement utiliser le terme de médicament pour la novamylsulfone, je pense qu'on devrait plutôt dire que c'est un toxique. Et ça, c'est une opinion toute personnelle. J'espère que je ne blesse pas les chirurgiens qui doivent être dans la salle.
Donc, monsieur est sous sertraline et il a 100 mg par jour. 100 mg par jour, peut-être qu'en fait, il a beaucoup moins que ça. Et peut-être quelque chose aussi à rappeler, c'est que on parle toujours qu'il y a une augmentation, une induction de cytokines, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une très grande variabilité d'un patient à l'autre. Une interaction que vous connaissez certainement, c'est entre la clarithromycine et la colchicine. Ici, c'est une rétrospective chez des patients qui ont reçu 88 patients qui avaient une insuffisance rénale, une créate à 140, une insuffisance rénale, et qui ont reçu colchicine plus clarithromycine. Eh bien, chez ces patients, eh bien, il y a eu 10% de mortalité. Donc, 10% de mortalité, c'est quand même, ça veut vraiment dire qu'en patient qui est sous colchicine, on ne donne pas la clarithromycine, on ne donne pas des inhibiteurs forts du 3 à 4. Mais peut-être ce qui est ces 10%, c'est peut-être des patients que vous voyez ici, la clarithromycine, dans cette analyse ici, en fait, il y a une très grande variabilité. Il y a des patients qui ont augmenté les taux de colchicine de 89%, mais d'autres multipliés par 8 ou 10. Idem avec le ritonavir. On augmente les taux de chez certains patients jusqu'à 10 fois. Et si on reprend le cas de la patiente, cette malheureuse patiente qui avait un patch de fentanyl et qui a reçu en azolé, là peut-être c'était le même type. Ici, elle a augmenté de 10 fois les taux, alors que chez 9 patients sur 10, ça passe, et on est plutôt dans les très faibles augmentations. Si on double les taux de fentanyl, c'est peut-être pas trop grave, mais si on multiplie par 10, eh bien, ça devient très important. Donc, peut-être un des messages, c'est qu'il y a vraiment une très grande variabilité quand on dit qu'on augmente les taux de 30% de médicaments, c'est en moyenne. Mais peut-être qu'il y a des patients qui réagissent en fait par des différences beaucoup plus grandes. Un petit mot aussi au sujet du cannabis, parce que monsieur on réserve des gouttes de cannabidiol. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les interactions entre les cannabinoïdes, que ce soit cannabidiol ou tétrahydrocannabinol, et les médicaments, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. On peut pas vraiment dire qu'il y a une inhibition ou une activation. Comme on peut le voir, le CBD, en fait, il est métabolisé par le 3 à 4, mais il inhibe le 2C19, le 2D6 et le 2C9, et peut-être aussi le D3. Mais aussi, à terme, il peut faire une upregulation, c'est-à-dire il va surexprimer ce cytochrome. Donc, c'est des interactions. Si vous avez des patients qui demandent des gouttes de cannabidiol, comme vous le savez certainement, le cannabidiol, c'est l'efficacité, elle est efficace pour enrichir le vendeur, mais l'efficacité du cannabidiol, en dehors de certaines formes d'épilepsie, syndrome de Dravet ou autre, il y a vraiment rien. Ça doit être clair. Je parle du cannabidiol, pas du THC, qui est quand même une pharmacologie totalement différente. Mais pour moi, il y a un patient qui est polymédiqué. Je pense que c'est très difficile de justifier d'utiliser du cannabidiol, à part si on considère qu'il y a des propriétés magiques, et puis pour donner une solution un peu diluée. Donc, beaucoup d'interactions entre les cannabinoïdes et les substances psychoactives. Donc, retenez que c'est quelque chose qui est assez vaste. Alors, ce médicament, on va dire qu'il est entré dans la circulation. Dans la circulation, il va signer aux protéines plasmatiques. Avant, on parlait beaucoup de déplacement aux protéines plasmatiques. En fait, maintenant, on se rend compte que ce ne sont pas des interactions qui sont forcément très importantes. Sachez seulement que même si monsieur est traité du valproate, l'aspirine est capable d'augmenter de manière très, très marquée la concentration de valproate et de la fraction libre de valproate. Donc, un patient chez qui vous suspectez une intoxication au valproate, toujours demander fraction libre et
total. Parce que la base, c'est toujours demander le taux global de valproate, mais vous pouvez vous intoxiquer avec un taux normal chez les patients qui reçoivent des médicaments, comme par exemple les interactions qui sont décrites avec l'aspirine. Et l'aspirine à dose antiagrégante, hein, ce n'est pas des doses anti-inflammatoires qui sont utilisées, mais aussi certains anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène. Il y a aussi une interaction avec le valproate. Donc attention à mesure que vous demanderez au laboratoire. On va continuer maintenant aux interactions pharmacodynamiques. Les interactions pharmacodynamiques, une première que je vous propose, c'est que les patients qui sont sous médication antidémence, j'appelle ça antidémence, mais je ne sais pas si ça mérite ce terme, le donépezil qui est proposé donc pour les formes légères d'Alzheimer, c'est un cholinomimétique. Et les cholinomimétiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas simplement augmenter les taux d'acétylcholine au 3e étage. Tout l'organisme aura des taux d'acétylcholine plus importants. Et un des effets indésirables de cette classe de médicaments, c'est l'incontinence urinaire. Et si les patients deviennent incontinents, qu'est-ce qu'on donne? On donne un anticholinergique. Et l'anticholinergique, il aura beaucoup d'effets indésirables, comme vous le savez, mais en plus, comme le détrusitol, qui est très utilisé, le détrusitol, c'est en plus un anticholinergique qui passe la barrière hémato-encéphalique. Donc, s'il y a un effet du donépezil, on peut être sûr qu'il sera bloqué par le détrusitol. Donc, c'est le prototype d'une cascade pharmacologique qu'il faudrait éviter. Il existe, si jamais, des analogues des anticholinergiques qui ne passent pas la barrière hémato-encéphalique, comme par exemple le chlorure de trospium, qui est le spasmogrénine néo, si jamais. C'est le seul qu'on peut donner avec cette classe de médicaments. Donc, c'est une cascade pharmacologique. Une autre, pour oublier que la prégabaline, c'est un anticalcique formellement. C'est un anticalcique qui est associé, entre autres, à la survenue d'œdème. Et en fait, dans cet article qui est assez récent, c'est que les patients chez qui on commence la prégabaline, mais ils ont beaucoup plus de chances, après quelques semaines, de se voir prescrire un diurétique pour contrecarrer semble-t-il, pour contrecarrer justement cette rétention hydrosaline. De toute façon, pour ce type d'effet secondaire, les diurétiques ne vont pas faire grand-chose, mais c'est quand même une cascade pharmacologique qui est bien décrite. Toujours en ce qui concerne les interactions pharmacodynamiques, il faut faire attention avec l'association entre les antidépresseurs, pas les antidépresseurs, ça peut être aussi des antidépresseurs, pourquoi pas, et puis les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et comme les antidépresseurs sérotoninergiques, le transporteur à la sérotonine qu'on a au niveau des neurones, c'est le même qu'on a au niveau des plaquettes. Ce qui fait que si un patient reçoit un sérotoninergique, la plaquette ne va pas pouvoir capter la sérotonine du plasma et la libérer dans la phase initiale de la coagulation. Donc, en fait, les plaquettes deviennent un peu inefficaces. Et lorsqu'on associe agents sérotoninergiques avec des antiplaquettaires ou des anti-inflammatoires, on voit qu'on augmente de manière extrêmement marquée le risque hémorragique. Parce que les antidépresseurs sérotoninergiques ne font pratiquement pas saigner par eux-mêmes, mais lorsqu'on les associe entre autres avec des anti-inflammatoires, ça potentialise fortement ce risque. Et là encore, un petit coup de griffe à la novalilsulfone, parce que qui est considéré comme un antalgique de référence, une substance qui bloque la COX-1, qui bloque la COX-2, pour moi, c'est un anti-inflammatoire. Même si, soi-disant, il y a d'autres vertus,
mais c'est simplement un anti-inflammatoire comme les autres, simplement un peu plus toxique. Donc, ce monsieur a donc certainement un risque. Aussi, attention avec l'association entre les agents sérotoninergiques et les ACOD. Comme on peut le voir ici, un patient qui est traité ACOD plus antidépresseur sérotoninergique, une augmentation du risque d'hospitalisation pour saignement de 70%. Donc, il faut faire attention avec ces agents sérotoninergiques. Là, une petite parenthèse aussi, c'est un article qui est sorti assez récemment, pour les patients qui reçoivent chroniquement des anti-inflammatoires, en plus d'un anticoagulant, eh bien, au résumé, on augmente le risque hémorragique. Ça, c'est connu, de l'ordre de 3 fois. Mais étonnamment, on augmente aussi le risque d'AVC. C'est comme si l'effet de l'anticoagulant était fortement réduit lorsqu'on associe deux classes de médicaments. Ce risque d'AVC, ce n'est pas uniquement des AVC hémorragiques, semble-t-il. C'est le risque d'AVC aussi d'autres origines. Si on continue sur ces interactions, comme vous le savez maintenant, puisqu'on l'a vu dans la présentation précédente, le linezolide, en fait, c'est un inhibiteur de la MAO. À la base, c'est un inhibiteur de la MAO. Comme a dit, cet inhibiteur de la MAO était un très bon antibiotique. Et beaucoup de cas de syndrome sérotoninergique décrits ont antidépresseurs, vous connaissez sertraline, citalopram, fluoxétine et autres, en présence de linezolide. On sait maintenant aussi qu'il y a une assez faible prévalence, mais globalement, il y a quand même, je crois que ça double ou ça triple le risque de syndrome sérotoninergique lorsqu'on associe les deux médicaments. Et justement, monsieur avait de la sertraline. Alors, un petit mot, j'ai plusieurs fois évoqué les interactions entre antidépresseurs et autres médicaments, mais je tiens quand même à rappeler que les antidépresseurs, d'une manière générale, c'est clair qu'ils ont une certaine efficacité. Si vous traitez 10 patients avec un antidépresseur, il y en a 6 qui vont réagir, mais sur ces 6, 5 vont réagir au placebo. C'est à peu près les chiffres que l'on retrouve. Et d'ailleurs, chez la personne âgée, dans cette méta-analyse qui date il y a quelques années maintenant, en fait, la plus faible différence entre le placebo et le médicament, c'est chez la personne âgée. La personne âgée est la tranche de la population qui est le plus consommateur d'antidépresseurs, et c'est la frange de la population chez qui l'efficacité est moins bien démontrée. Et si on regarde ici, vous connaissez certainement c'est un textbook de psychopharmacologie, c'est le rapport risque-bénéfice de l'utilisation des antidépresseurs. Chez l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, on n'aime pas tellement les données à cause du risque d'éventuel passage à l'acte, surtout adolescent et jeune adulte. Chez l'adulte, pourquoi pas. Par contre, après 65 ans, le risque-bénéfice diminue, surtout parce que l'efficacité est bien moindre. Donc, il faut toujours mettre ça un peu en balance. C'est d'ailleurs les données françaises, les recommandations françaises prévoient que les données disponibles sont insuffisantes pour estimer précisément l'efficacité des antidépresseurs chez les sujets âgés de plus de 65 ans. Donc, il faut faire vraiment très attention en présence, je pense, de comorbidités. Bon, rassurez-vous, on arrive au bout, mais je voulais parler encore de diarrhée. Est-ce que vous voyez ici un médicament qui est associé à des diarrhées? Alors, la solution, c'est l'olmesartan. L'olmesartan, c'est un sartan qui est assez fréquemment associé à des diarrhées, et les autres
bloqueurs de l'angiotensin 2 le sont beaucoup moins. Et ça, dans cet article qui émane du groupe de Montastruc en France, en fait, pour voir si d'autres sartans étaient associés aux diarrhées, dans cet article, c'était after exclusion of olmesartan, parce que c'est connu que l'olmesartan fait des diarrhées. Et d'ailleurs, en France, l'olmesartan n'est plus remboursé par les caisses maladies, parce que à cause de ces diarrhées, des sprus et autres. Et maintenant, en fait, plus aucun remboursement de spécialité à base d'olmesartan. Donc, c'est quand même encore un sartan qui est très utilisé. Donc, voilà ce que je proposerais comme déprescription chez ce résident de l'EMS La Promenade. Donépésil, olmesartan remplacé par olmesartan, le thorazémide, voir s'il est toujours utile. Attention si monsieur a de l'ostéoporose, plutôt un thiazidique qui est associé à une diminution du risque fracturaire, alors que les diurétiques de Lens, c'est une augmentation du risque fracturaire. L'isoctin, je proposerais de voir si un bêta-bloquant est possible. Prégabaline, voir s'il est très utile, et ça permettrait peut-être de réduire le thorazémide. Donépésil, vu l'efficacité, je vais proposer d'arrêter. Sertraline, à voir s'il était miraculé, s'il a fait partie de ces 10% de patients qui sont, 10 à 15% de patients qui sont très améliorés par la sertraline, pourquoi pas. Par contre, détrusitol, si on arrête la donépésil, il y a forte chance pour qu'il n'y ait pas besoin. L'opéramide, cannabidiol, méropenem, linezolide et métamizole, je proposerais de passer à un autre antibiotique et d'arrêter ces médicaments. Alors, les logiciels, je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce que je vois que le temps file. Les logiciels, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la littérature, en fait, beaucoup de ces logiciels donnent des résultats extrêmement divers, il y a peu de logiciels vraiment qui est vraiment reconnu. Et on avait fait des études il y a quelques années où on avait comparé ce que disait sur 150 patients qui étaient dans le service de médecine de l'hôpital de Nyon, qui avaient en moyenne 10 médicaments. Eh bien, les logiciels relevaient entre 8 et 10, je crois que la moyenne c'était 8 interactions, et des pharmaciens cliniciens, il y avait seulement une interaction. Parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de médicaments, beaucoup d'interactions qui sont décrites, mais si l'interaction c'est dit attention à l'effet hypotenseur, de toute façon, la tension est mesurée 2 fois par jour. Alors, c'est pas une interaction qui est vraiment pertinente. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. Et il y a aussi beaucoup de définitions sur ce qu'est une interaction grave ou moins grave. Et je trouve que ça peut être utile, mais souvent, c'est tellement sensible, ces logiciels, c'est toujours très difficile de leur faire confiance. Mais peut-être un des messages aussi, c'est qu'il faut faire très attention s'il y a plusieurs spécialistes. En l'occurrence, en cas de toxicité due au taxane, paclitaxel, ou docetaxel, pardon, qui était décrit chez un patient qui était sous amiodarone. L'amiodarone retarde l'élimination du médicament. Et ça s'est manifesté par une toxicité active. Et je crois que d'une manière générale, il faut toujours faire attention. Ici, le titre de cet article, c'est Too many cooks spoil the goose. Donc, s'il y a plusieurs cuisiniers qui font la soupe, la soupe ne sera pas forcément bonne. Et je pense qu'il faut vraiment faire toujours très attention. Et ici, justement, la conclusion de cet article, plus il y a de médecins qui prescrivent, plus il y a de risques d'interaction médicamenteuse et d'effets indésirables. Donc, un seul chef à bord, ce sera certainement bien mieux plutôt que d'avoir plusieurs cuisiniers. Voilà, je vais m'arrêter sur ces propos et je vous souhaite déjà un bon appétit. Merci.